Dans Frances Ha, Greta Gerwig incarne une jeune femme dont la relation la plus importante n'est pas une histoire d'amour, mais une amitié. Le film raconte ce lien qui résiste au déménagement, aux nouvelles rencontres et aux chemins qui se séparent. Lena rencontre Anne-Laure à l'école d'architecture. Les années passent et leur lien résiste à tout. Les déménagements, les histoires d'amour, les deuils, les changements de vie, jusqu'au jour où elle décide de donner à cette relation une place que personne autour d'elle ne semblait imaginer. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Céline Martelet. J'ai à peu près 6 mois quand mes parents décident de partir en voyage en bateau pour faire un tour d'Europe en voilier. Ils m'embarquent et ils partent pour 2 ans à juste me regarder grandir et à être sur le bateau tous les 3 et à découvrir les pays de la Norvège, donc en descendant la mer du Nord, en traversant la France par les canaux et après en faisant le tour de la Méditerranée. Je suis toute petite, j'ai pas de souvenirs très précis. Par contre, j'ai beaucoup de sons et de sensations, et notamment le son de la pluie sur la fenêtre avant du bateau, parce que c'est ma petite cabine, en fait, l'espace avant du voilier, c'est là où je dors et tout. Et donc, juste au-dessus, il y a ce Velux. J'ai beaucoup de photos, donc je me suis un peu reconstruit des souvenirs, je pense. Mais dans ma tête, c'est vraiment le bonheur, quoi. Je suis avec mes parents, on est juste tous les 3 dans ce petit espace qui est notre voilier, quoi. Et on se regarde vivre, on avance, on découvre, on se baigne, on se promène. Et un jour, donc, on descend de ce bateau, on est arrivé en Bretagne, et il s'arrête là avec le bateau. Il commence à chercher une maison à retaper, un truc pas trop cher. On vit un petit moment dans une caravane parce que la maison est carrément en ruine. C'est pas évident. La sociabilité, c'est un peu nouveau aussi. Et donc, l'arrivée à l'école, elle se fait pas forcément de la manière la plus simple. Je pense que je reste assez isolée parce que j'ai été habituée à être dans 5 mètres carrés avec mes parents et que là, il faut que je me débrouille toute seule dans une cour d'école, que je me fasse des amis, que je discute, que je fasse ma place, quoi, au sein de la toute petite société de l'école primaire. Donc, c'est pas si évident. Mais ça se passe bien, je prends mes marques et finalement ça se déroule tranquille jusqu'au lycée, quoi. Et ensuite j'enchaîne direct sur des études d'archi. Je pars à Rennes pour faire 5 ans d'études à l'école supérieure d'architecture. Pendant ces études, c'est là que je découvre Anne-Laure. C'est marrant parce qu'on est hyper différentes. C'est quelqu'un de très sociable, elle est très grande gueule. Elle est très drôle, elle sort des vannes tout le temps. C'est quelqu'un qui arrive à fédérer oralement autour d'elle et qui réussit à agglomérer plein de gens, qui prend beaucoup soin des autres. Elle est aussi très organisée, enfin, elle aime bien prévoir les choses, elle a un côté très, très carré. Alors que moi, je suis beaucoup plus timide qu'elle, mon cercle d'amis est beaucoup plus restreint. J'ai une manière de sociabiliser qui est pas du tout dans la recherche continuelle de nouvelles rencontres et tout. Donc, je suis vite assez satisfaite des gens que je connais. J'ai pas besoin de parler à d'autres gens. Ça m'intéresse pas trop. Et du coup, toutes les deux, on a une sorte de... c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien, j'imagine. On a ce truc ensemble où on arrive à se retrouver à un endroit entre toutes les deux qui fait que ça marche bien. Mais par exemple, moi, j'adore partir en voyage et je pars beaucoup. Souvent sans rien prévoir, j'ai juste un sac à dos et je m'en vais 3 semaines quelque part, alors que c'est un truc que jamais de la vie elle ferait. Elle adore recevoir, elle adore inviter les autres chez soi, et donc son appart ou ses colocs deviennent souvent un lieu de retrouvailles, un lieu où on discute, un lieu où on va en lendemain de soirée, un lieu où on se retrouve et on essaie d'imaginer notre vie, quoi. Je pense qu'on s'impressionne aussi toutes les deux. C'est ce qui fait que ça marche bien, quoi. Donc les études se finissent. Elle part à Bruxelles. Moi, je monte sur Paris. Parce que pour moi, Paris, c'est l'endroit où tout se passe et que j'ai envie d'être là. J'ai pas forcément envie de bosser en tant qu'archi, mais j'ai envie de faire partie de cette ville que j'ai toujours voulu connaître depuis que je suis au lycée. Je voulais faire mes études là-bas. Donc je pars à Paris. On se perd pas de vue.
On s'écrit très souvent, on se voit régulièrement. On a encore ce truc de promotion d'architecture où on est très soudés dans la découverte du milieu professionnel, dans la découverte du monde des adultes qui doivent subvenir à leurs besoins sans bourse ou sans argent des parents. Et on découvre un peu une autre partie de notre vie ensemble. On se construit de manière éloignée géographiquement, mais on reste soudés. C'est aussi là qu'on approfondit notre vision politique du monde, sur laquelle on arrive à se retrouver, notre approche féministe des choses, notre volonté d'autodétermination des corps et des peuples, on va dire, qui s'applique d'abord à nous-mêmes, en l'occurrence, on est hyper jeunes, mais qui s'applique à nous en tant que femmes dans un monde qui nous laisse pas forcément la place qu'on veut et qui nous en assigne une que nous, on n'a clairement pas envie d'avoir, en tout cas. Donc c'est aussi pour ça qu'on se perd pas de vue, c'est qu'on arrive à grandir ensemble en se développant et en se découvrant à travers des lectures féministes, des événements, des choix. Alors que peut-être que c'était pas vraiment ce qui nous rapprochait dans les études. Ça devient vraiment le point central de nos affinités, c'est qu'on se retrouve beaucoup dans l'idée qu'on a et l'idée qu'on se fait du monde et de comment est-ce qu'il faudrait essayer de le changer, ou en tout cas de le subvertir et le libérer, quoi. C'est assez rare. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent, même si j'ai des amis autour de moi qui sont vraiment incroyables. On a vraiment cette volonté en tout cas avec Anne-Laure, de changer des choses et de faire des choses pour que ça change. Pas juste essayer de s'en sortir le mieux possible, quoi. Comme beaucoup, on a aussi traversé... Il y a des événements qui nous ont liés très très fortement, qui arrivent à beaucoup de femmes, et qu'on a partagé ensemble et surmonté ensemble. Et c'est ce qui a fait que notre amitié, elle s'est ancrée aussi solidement, aussi dans cette condition-là et dans ces combats-là, parce que ça, c'est un peu devenu un socle qui a fait que on savait qu'on pouvait compter l'une sur l'autre. Et la manière qu'on a eue de surmonter ces épreuves nous a prouvé qu'on pouvait se faire une confiance totale. À partir de ce moment-là, l'idée, c'est de se dire qu'on ne s'abandonnerait pas et que ces événements qu'on avait traversés nous avaient liés à un point qui fait que je pouvais savoir de manière très profonde qu'elle ne m'abandonnerait pas de la même manière qu'elle sait que je ne l'abandonnerai jamais. En début d'année 2024, avec mon compagnon, on décide de se faire une bague en commun pour sceller l'attachement qu'on a l'un pour l'autre, sans pour autant que ce soit une bague de mariage. Mais on décide de s'offrir ce cadeau avec nos initiales, tout ça. Enfin voilà, un petit truc un peu symbolique. Ça me met beaucoup en joie de faire ce petit projet avec lui et d'avoir cet objet qui encapsule beaucoup de choses de notre relation. Et donc évidemment, j'en parle à Anne-Laure à ce moment-là. Et je lui dis à quel point je suis contente. Et je me dis aussi, mais j'aimerais bien en avoir une avec elle aussi. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle fait une sorte de vanne où elle dit un truc du genre, on n'a qu'à se marier aussi. Je lui dis, ouais, en fait, on n'a qu'à se marier, quoi. C'est pas une blague. Si j'y réfléchis, je pense que c'est pas du tout à être traité sous forme d'une blague. Je pense qu'on devrait se marier. Et elle me dit, ok, vas-y, on va se marier alors. Du coup, c'est une demande en mariage hyper complètement informelle et qui s'avère être prise très au sérieux. Et en fait, on se dit toutes les deux, mais c'est la meilleure idée qu'on a jamais eue de notre vie. On ne prend pas ça à la légère, quoi. Quand on l'annonce aux gens, souvent, c'est pris comme une blague. Du coup, généralement, les gens sont un peu sceptiques. Et du coup, mes parents sont très soutenants. Ils trouvent ça super. Un tout petit peu bizarre au début, mais en fait, vraiment super. Et mon compagnon, je lui demande d'être mon témoin. En fait, je lui annonce en même temps que je lui demande d'être mon témoin. Je dirais pas qu'il est enchanté, parce que ça lui fait un peu bizarre. Et c'est normal, c'est pas forcément évident à prendre et à appréhender comme idée. Mais en fait, il sait très bien situer cette idée à l'intérieur de moi-même et de mon cheminement. Et il comprend que c'est en accord avec ce que je suis et ce que je deviens à ce moment-là.
Et donc, il arrive à trouver sa place. J'essaye de lui donner une place au maximum, notamment par le fait que ce soit mon témoin, parce que malgré le fait que je me marie avec ma meilleure amie, j'ai quand même une vie de couple avec lui et qui est très importante et qui est construite autour d'un quotidien. Et donc, il arrive à trouver sa place là-dedans, j'arrive à lui donner. Il fait complètement partie du projet. J'ai jamais trop pensé qu'il refuserait, mais il aurait complètement pu. Mais s'il avait refusé à ce moment-là, je pense que ça aurait été la fin de notre relation telle qu'elle était, parce que pour moi, c'était pas un jeu, c'était pas une blague ou une excentricité, c'était vraiment une partie de ce qu'allait être ma vie et de ce que je voulais construire dans ma vie à ce moment-là. Et donc, s'il avait refusé, en fait, oui, ça aurait été fini. C'est un vrai mariage. C'est pas une cérémonie informelle entre amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on prend rendez-vous à la mairie, on donne nos identités, on explique qu'on n'habite pas dans la même ville, qu'on souhaite s'unir au Havre, donc la ville où j'ai une maison avec donc mon compagnon. Et donc on entame les démarches comme n'importe quel couple entamerait les démarches pour se marier. On a un premier rendez-vous, puis on en a un deuxième pour signer avec nos pièces d'identité, etc. On ne nous pose pas de questions, on nous demande rien. Le fait qu'on soit tous les deux françaises et blanches, ça aide beaucoup à ce qu'on ne soit pas soupçonné de mariage blanc ou quoi que ce soit. Donc en fait, personne ne nous pose de questions. Les personnes de la mairie sont d'ailleurs très contentes pour nous. On est très contentes aussi. Il n'y a aucun décalage entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut amener et ce que les personnes en face reçoivent. On prend rendez-vous chez le notaire pour établir un contrat de mariage. Anne-Laure se renseigne beaucoup plus que moi sur toutes les implications légales, mais on a tout un moment où on ne prend pas ça à la légère, donc on réfléchit un peu aux conséquences que ça peut avoir dans nos vies matérielles, par rapport à nos familles, et on considère toutes les options et on établit notre contrat de mariage en fonction et on se lance. Parce que l'idée avec ce mariage, au-delà de militer pour la place de l'amitié dans nos vies d'une manière différente et pour militer pour autre chose que le couple hétéro, etc., l'idée c'est aussi de subvertir un peu le code civil et de se dire que notre famille, du coup, ce sera nous. Ma famille, ce sera Anne-Laure, et je serai aussi une partie de sa famille de manière absolument légale, sans que personne puisse nous opposer qu'on est juste des amis. Si un jour il m'arrive quelque chose, c'est elle qui héritera de ce que j'ai. Si je meurs avant elle, c'est elle qui recevra ma pension de retraite. C'est vraiment un pacte de solidarité très concrète et très matérielle aussi. Au-delà de toutes les idées, c'est hyper concret. Aux yeux de la loi, on voulait l'une comme l'autre, on voulait que l'autre existe. Et en fait, actuellement, il n'y a que ce moyen pour qu'une personne existe dans notre vie aux yeux de la loi. On met peut-être 6 mois à le préparer, on fait des réunions, on demande à une amie de nous faire part. Il y a des gens à qui on envoie les faire part sans avoir trop expliqué. On a aussi envie d'un truc un peu, pas forcément mystérieux, mais disons quelque chose qui interroge. Parce que l'idée, c'est aussi de bousculer à certains endroits aussi. Donc sur le faire part, on met très peu d'informations. On note nos noms, on note un endroit, une heure, et qu'on espère que les gens seront là. Sachant que l'endroit, c'est la mairie, et qu'il y a marqué « Anne-Laure et Léna se marient ». Donc c'est assez évident, et à la fois, comme tout le monde est au courant de la relation qu'on a toutes les deux, qui n'est pas une relation de couple, ben ça ouvre quelque chose. Le 22 août 2025, on se marie devant l'adjoint au maire de la mairie du Havre. Alors on a des robes blanches, on a décidé qu'on ferait les choses un peu tradies, sans trop être tradies, parce que moi ma robe je l'ai trouvée sur un site de déstockage et que elle l'a trouvée sur Vinted, mais on est en blanc, on a notre bouquet de fleurs, on fait déjà les choses assez à l'envers pour que peut-être que être en blanc et faire les trucs un peu simples, c'est pas mal. C'est hyper émouvant parce que quand l'adjoint au maire donc, fait son petit discours bien rodé pour tous les gens qui se marient, c'est-à-dire vous devez
loyauté, confiance, respect mutuel et projet en commun, en fait, il n'y a rien qui n'est dissonant. À aucun moment, on a l'impression de mentir au monde ou de se dire que on fait quelque chose en douce. Et c'est ce qu'on se promet. Et donc, à ce moment-là, on se tient la main. On est tellement en accord avec les mots relativement vagues, mais en même temps très, très orientés que l'adjoint au maire dit que moi, je pense que je pleure même à ce moment-là, en fait. Ce que le mariage propose en termes d'utopie, c'est exactement ce qu'on veut et ce pourquoi on s'engage quand on va à la mairie. Sans l'amour romantique, sans l'intimité sexuelle. Le mariage peut être un outil de liberté aussi. Parce que le fait qu'on se marie entre amis fait que on se doit des choses d'égal à égal. On va dire, on arrive à se sortir du système hétéronormé où c'est une relation intime qui donc inclut des mécanismes de pouvoir, de domination, etc. Là, on s'extrait de tout ça pour essayer de faire de cet outil institutionnel qu'on peut critiquer, on essaie d'en faire un outil de notre côté, en fait, qui va nous servir à nous, et pas dont on va être prisonnière ou qui va nous s'asservir. Après la mairie, donc on sort sur ce parvis, là il fait un temps magnifique, franchement on a un ciel bleu, il fait chaud, on a sorti les fumigènes aux couleurs de notre faire-part, donc on a des fumigènes roses, des fumigènes violets, des fumigènes oranges, qu'on fait éclater devant la mairie. Il y a mon compagnon qui ramène la moto sur le parvis, on met des bottes, on met nos casques, nos gants, et on s'en va toutes les deux en robe blanche et en moto vers la mer. Tout le monde applaudit, tout le monde est hyper étonné parce que personne ne s'attendait à ce qu'on fasse cette sortie-là, quoi. Nous, on avait évidemment beaucoup pensé à Thelma et Louise, avec la scène de fin où elles sont en voiture et qu'elles s'en vont et elles foncent droit devant elles. On a ce truc en tête et on démarre et on roule le long de la mer. On fait tout un détour avant de revenir chez moi pour se changer et tout, mais on roule le long de la mer et alors elle se met à hurler. Moi, je klaxonne. Il y a des gens qui nous regardent en se demandant ce qu'on fait là parce que j'ai ma robe qui ballotte derrière. Elle a son truc, elle est obligée de le tenir parce qu'en fait, il y a son sac à main qui se barre. Enfin, donc c'est assez très cinématographique. Je pense qu'en vrai, c'est un peu drôle aussi de nous voir passer, quoi. Et donc, on arrive chez moi pour se changer et après, on rejoint les autres pour ce vin d'honneur, donc, et le dîner un peu officiel avec nos familles et il y a tous nos amis. Et c'est trop bien parce que vraiment les gens se sont appropriés le truc chacun à leur manière, quoi. Et vraiment tout le monde est magnifique. L'idée, c'est pas de se marier et finito, c'est de se faire rencontrer tous les gens qui comptent pour nous parce que je connais beaucoup de ses amis, elle connaît beaucoup de mes amis, mais eux, entre eux, ne se connaissent pas forcément. Et donc, c'est vraiment de faire une sorte de grande réunion où des amitiés peuvent se créer, où des choses peuvent s'échanger. Donc, on se marie le vendredi 22. En fait, le samedi 23, on prévoit la journée pour organiser des ateliers, des concerts. J'ai des amis qui font un podcast qui va avec un petit court-métrage qui est tourné en même temps. Il y a tout un microcosme qui se développe comme ça et qui s'auto-alimente pendant 2 jours. Et les gens arrivent à échanger et à tisser des liens qui vont au-delà de partager une table de banquet un soir parce qu'on a des amis communs, quoi. On n'a pas d'alliance, on choisit de se faire un tatouage. On se fait tatouer nos initiales sous la forme d'un monogramme et on décide de se le faire tatouer chacune sur le majeur pour que à jamais on ait ça sur la main et que à jamais on se rappelle de ce moment-là et de cette décision et de tout ce chemin qui nous a amené à prendre cette décision et de tout ce qui nous reste à créer. Et donc on a un petit côté un peu drama toutes les deux. Et ce truc de vouloir aller dans le symbole coûte que coûte et pousser les trucs jusqu'au bout, quoi. Donc on se tatoue carrément. Décembre 2025, on part en voyage de noces en Sicile. Donc juste après le mariage qui s'est déroulé en août. Donc on est en décembre et on s'envole pour Palerme. C'était un peu la première fois qu'on part aussi loin toutes les deux ensemble et c'est vraiment dans l'idée d'officialiser et de sacraliser ce mariage qui vient de se passer. Et donc on part 10 jours pour Noël, le Nouvel An, toutes les deux là-bas. On loue un petit appart et on passe les vacances au soleil, quoi.
Et c'est une sorte de test qui n'en est pas un, puisqu'on est déjà mariés, mais c'est un peu la confirmation aussi du fait que voilà, on s'est choisis et ce premier Noël, on le passe ensemble en fait. Cette première nouvelle année, on la passera toutes les deux. Et c'est très important de le faire parce que c'est la première année qu'on va passer ensemble, mariés. Et c'est symboliquement assez fort de le passer toutes les deux. On ne sera pas avec nos familles. On décide de se choisir pour ces fêtes qui sont traditionnellement associées à une sorte de retrouvailles familiales, de la famille nucléaire, etc. Et on décide d'en faire notre premier voyage en commun, donc notre lune de miel, et se passer de l'union qu'on vient de célébrer. On a besoin de la célébrer aussi toutes les deux, peut-être. Ce mariage nous oblige aussi à ne pas considérer l'amitié, à prendre soin de l'autre, mais à un autre niveau carrément. C'est l'amitié plus, quoi. Aujourd'hui, on a 35 ans. On continue nos vies telles qu'elles étaient lancées, c'est-à-dire qu'Anne-Laure habite à Bruxelles. J'habite entre Le Havre et Paris pour des raisons professionnelles, mais surtout au Havre. Pour l'instant, l'idée, c'est pas de faire foyer ensemble. Et nos vies au quotidien, elles sont pas encore compatibles pour que ça marche. Mais on se marie aussi parce qu'il y a un truc qu'on s'est promis, c'est qu'on vieillirait ensemble. Voilà. Et on sera là l'une pour l'autre. On se dit pas en couple, mais par contre, c'est ma femme. Et je suis sa femme. J'ai un compagnon et j'ai une femme. Et bon, ça fait très possessivo-patriarcaux, on ne sait pas quoi, mais pareil, on a voulu pousser un peu ce truc et dire, moi je la présente comme ma femme. Parfois dans le milieu professionnel, si je sens que ça va être bien reçu, parce que pas forcément, mais je dis que j'ai une femme avec qui je me suis mariée, qui n'est pas ma relation amoureuse. On s'est créé un statut à part entière. Il y a aussi un truc un peu revendicatif, parce que l'idée c'est pas forcément d'en faire un drapeau identitaire et tout, mais on veut le revendiquer au quotidien et revendiquer la manière qu'on a choisi de vivre. Ça m'apaise d'avoir une femme. Au-delà de avoir une femme, parce que c'est quand même un peu... C'est une tournure de phrase, c'est un peu étrange, c'est comme avoir une voiture, quoi. Mais on se l'approprie de telle manière que ça devient vraiment un socle hyper rassurant. C'est la première fois où j'arrive à me dire que j'ai choisi quelqu'un qui m'abandonnera pas. Et on se l'est promis, et il n'y a pas ce truc de vouloir y croire, mais en fait, tu sais bien que ça risque quand même pas de se passer comme ça, quoi. Parce que ça, c'est les relations amoureuses, généralement. Alors que là, en fait, on y croit, et en plus d'y croire, on sait qu'a priori, c'est voué à la réussite. Je suis sereine avec cette idée-là. C'est un sentiment humain qui est pas commun, en fait, d'avoir réussi à trouver quelqu'un qui t'abandonnera pas. C'est dur de trouver quelqu'un de qui on peut dire qu'on est sûr qu'il nous abandonnera pas, elle nous abandonnera pas, et on l'abandonnera pas non plus. Dans les relations amoureuses, le problème, c'est qu'elles s'inscrivent dans la société dans laquelle on vit et les discriminations systémiques avec lesquelles on vit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une domination, il y a des rapports de pouvoir, il y a des puissances en jeu, alors que cette relation-là, et ce qu'on veut construire avec Anne-Laure, c'est quelque chose de au plus égal et surtout réciproque. C'est la meilleure décision de ma vie, de se marier avec ma meilleure amie. Absolument aucun regret. Pour l'instant, ni Anne-Laure ni moi on veut des enfants, mais on s'est promis que si un jour on en avait, elle ou moi, il ferait partie intégrante de notre famille. Et ce serait une configuration familiale un peu particulière, parce que ça peut amener, que ce soit un enfant fait solo, un enfant à deux, enfin, ça amène des configurations qui sont pas communes, mais ce sera notre famille. Et on s'est assuré que, quel que soit le choix de l'une, l'autre le soutiendra. Donc, si elle va avoir des enfants, je serai là pour ses enfants, ce sera ma famille. Ce sera pas forcément mon enfant en fonction du projet que elle portera ou pas, mais en tout cas, ce sera ma famille comme elle fait partie de ma famille aussi. Je serai là pour ses enfants, elle sera là pour mes enfants si jamais j'en ai. On serait là physiquement, matériellement, émotionnellement. On sera toujours en soutien, donc que ce soit dans la galère ou dans les enfants, on sera là. Ça parle aussi d'un combat et d'une lutte, et je pense que c'est une partie de la lutte qu'on a décidé de mener, c'est
célébrer les amitiés féminines et les mettre au centre de nos vies, et pas comme une sorte de satellite un peu annexe qui est là parce que c'est divertissant ou parce qu'on peut pas être que dans la relation hétéro, quoi. C'est vraiment comme une centralité, mais au-delà de... Pas une centralité jusqu'au moment où la relation hétéro arrive, quoi. La centralité, vraiment le cœur du système, pas la salle d'attente, en fait. C'est tout sauf une blague, en fait. C'est essayer d'essayer de remettre le monde comme on voudrait qu'il soit, en fait. De remettre le monde à l'endroit. Vous venez d'écouter Transfert, ce témoignage a été recueilli par Céline Martelet. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.